Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo sur Berserk. En fait, je vous parle un peu comme ça parce que j'ai trop le seum. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'essaie de la retourner. À un moment, je l'ai tournée, puis ça avait bien marché. Et finalement, j'ai fait le montage, tout ça. Et finalement, la vidéo, elle a planté à la fin. Impossible de comprendre pourquoi. C'est sans doute le mode cinématique de mon téléphone. Donc avec le flou en arrière-plan, tout ça. Ça prend beaucoup trop d'espace et beaucoup trop de place. Du coup, mon téléphone, il aime pas du tout. Du coup, bah, je vais revenir un peu aux anciennes méthodes et essayer de filmer juste comme d'habitude avec juste l'aspect vidéo. Avec ça, en plus, il y a la vidéo Mangatech, je sais pas, qui déconne un peu et tout. Donc, bon, je vais voir, je vais essayer d'arranger tout ça. C'est un peu galère en ce moment, donc c'est parti. Alors, comme je vous ai dit précédemment, aujourd'hui, bah, c'est la vidéo sur Berserk, enfin, pour l'ultime. Pour moi, vraiment, c'est un truc énorme de faire cette vidéo. Ça signe la fin d'une aventure, donc la fin d'une aventure pour moi, mais aussi pour Guts et tout, vu que bah, j'ai fini Berserk, entre guillemets, les 40 tomes. Avant de vous parler un peu de mon ressenti et de vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, et essayer de vous donner un peu des détails sur ma lecture de l'œuvre, j'aimerais vous raconter un peu d'abord de quoi ça parle pour les personnes qui ne connaissent pas Berserk ou alors qui aimeraient se lancer dedans, parce que c'est hyper important et ça pourrait leur donner envie de le lire, et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc Berserk, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Guts, qui a été recueilli en bébé par un homme s'appelant Gambino et étant le chef d'une troupe de mercenaires. Il s'avère qu'avec ce nouveau père-là, il va apprendre à manier l'épée, apprendre à faire des guerres et apprendre surtout à se battre. Pas forcément apprendre à être un humain, juste vraiment apprendre à être une machine de guerre. Et, euh, et malheureusement, c'est, je sais plus, vers le milieu de son adolescence que son père va trahir sa confiance. Et alors, Guts va partir, il va quitter cette troupe de mercenaires et partir en exil. Et une fois parti de sa troupe de mercenaires, Guts se retrouve seul face à lui-même. Il n'a rien d'humain, il a juste des compétences pour se battre. Et c'est alors qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va rencontrer Griffith, qui semble être le chef d'une nouvelle troupe de mercenaires qui s'appelle la troupe du Faucon. Et alors il va intégrer cette troupe-là et va vivre une aventure avec cette troupe totalement folle et remplie d'émotions, à travers laquelle il va pouvoir se découvrir lui, émotionnellement parlant. Donc il va découvrir l'amour, l'amitié. Il va découvrir aussi le fait d'être fan de quelqu'un, parce que Griffith va devenir son rival mais aussi son héros. Et aussi, il va devenir encore plus fort qu'avant, jusqu'à devenir Guts, le guerrier sombre. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou peut-être, vous pouvez me corriger en commentaire, je me rappelle plus trop bien. Et là, ça va devenir réellement un guerrier insurmontable et intuable. Au sein de cette troupe, il va alors monter aussi en grade jusqu'à obtenir vraiment une reconnaissance de la part de Griffiths, le chef. Et voilà. Et alors, il va ainsi évoluer dans cette troupe, dans le monde de Dark Fantasy qu'est Berserk. Donc, plus on avance dans l'œuvre, plus la Dark Fantasy est vraiment présente. Globalement, c'est tout ce que je peux vous raconter pour ne pas vous spoiler sur Berserk, parce qu'à partir du tome déjà 3, 4, 5, je peux déjà essayer de vous spoiler des trucs, donc ça servira à rien, autant que vous découvriez vraiment par vous-même, mais qu'au moins vous sachiez qu'est-ce que c'est, que juste que c'est l'histoire d'un homme qu'on va suivre. On va suivre réellement cet homme-là et pas un autre, et on va vraiment apprendre à le connaître par cœur. Moi, honnêtement, j'ai pris mon temps en lisant Berserk. Déjà, il m'a été offert, donc c'était aussi une façon d'être reconnaissant vers la personne qui me l'a offert, de ne pas lire Berserk d'un coup en une seule fois. Ce serait un peu gâcher le cadeau. Enfin, pas le gâcher, mais ne pas en prendre soin et pas vraiment prendre du plaisir à le lire. J'ai vu ça comme une aventure, Berserk, à l'inverse des autres shonen où on est toujours dans le même endroit et on vit toujours avec les mêmes antagonistes, tout ça. Et juste des intrigues les unes sur les autres. Non, non, la Berserk, j'ai vu ça vraiment comme une aventure, comme je pourrais voir le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, on va d'un point A à un point B et ça prend vraiment du temps. On découvre des personnages, on apprend à connaître le personnage principal. Un peu comme dans One Piece, à vrai dire, mais même un peu différent parce que là, je me suis dit que j'allais lire au moins juste un ou deux tomes par jour, grand max. Parce que les tomes, j'ai vraiment pris du temps pour les lire. C'est-à-dire que dans Berserk, après, je pense qu'on fait tous un peu comme moi. Il y a beaucoup de mangas, quand il y a beaucoup de blabla, on sait que c'est inutile et du coup, on va un peu le passer. Je dis pas qu'on va passer un chapitre entier, mais on va passer quelques pages. Mais Berserk, toutes les bulles étaient intéressantes. Toutes les bulles étaient intéressantes car au début de l'œuvre, on ne sait rien sur ce personnage qui est Guts. Justement, on a juste l'impression que c'est un fils de pute vraiment archi méchant qui tue des gens et qui en a rien à foutre des autres humains. Et en fait, plus on va lire les bulles, plus on va être dans sa tête, on va comprendre ce qu'il ressent. En plus de ça, on a son flashback, donc l'âge d'or de Berserk, donc des tomes 3 à 14, qui est globalement le résumé que je vous ai fait il y a 5 minutes. Et, euh,
Et voilà, donc chaque bulle va nous apprendre à connaître encore plus Guts, comme si on était son pote finalement, ou comme si on était lui. Voilà, donc ce qui a fait de Berserk une lecture hyper longue, mais hyper cool. Comme je vous ai dit précédemment, donc je vous ai parlé de l'âge d'or, mais avant il y a 2-3 tomes. Je savais pas qu'on pouvait commencer directement au tome 4. Moi j'ai décidé de commencer au tome 1, 2, 3, dans tous les cas je le savais pas. Et je trouvais que c'était pas une erreur, parce qu'en fait le tome 1, 2 plonge réellement le lecteur dans l'univers de Berserk directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement énormément de blabla, énormément de passages qu'on pourrait trouver un peu inutiles, juste de développement de personnages. Non, non, quand on lit le tome 1-2, on a juste l'obscurité de Berserk, on a le trash, donc on a des gens qui sont torturés, des gens qui se font décapiter, tout ça. C'est vraiment, ça nous met dans l'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de lecture, parce que pour moi, c'est intéressant aussi et important qu'un lecteur directement, il se retrouve pas plongé dans un bain de mots, à limite s'ennuyer en lisant. Là, justement, c'était tout l'inverse. Et en plus de ça, quand tu lis le tome 1 et 2, c'est un nombre incalculable de mystères qui viennent à toi. Donc, pourquoi Guts il est comme ça? Pourquoi il se bat avec une épée qui est géante? Pourquoi il est ami avec un elfe? Qu'est-ce que c'est qu'une béhérite? Et tout ça, c'est une dose de choses qui me donnait juste envie de connaître la suite encore et encore. Donc là-dessus, vraiment, je trouve que Kentaro a vraiment géré son œuvre par rapport au fait que le tome 1 et 2 sont les tomes d'introduction pour moi qui étaient parfaits. Après le tome 2, 3, du coup, on arrive justement au flashback dont je voulais parler, qui s'intitule L'âge d'or. Pour moi, il n'y a pas de secret, et même pour beaucoup de monde, c'est le meilleur arc de Berserk, et d'ailleurs l'un des meilleurs arcs de tous les mangas confondus. C'est là-dedans qu'on va avoir un développement de personnage incroyable, donc le personnage de Guts qu'on va apprendre encore plus à connaître, on va voir sa montée, on va le voir passer de bébé à adulte, comme si on l'avait vécu en lui, donc on va voir son évolution comme un truc de ouf. On va aussi découvrir un personnage qui est Griffith, donc un personnage hyper mystérieux et à la fois hyper beau, qu'on ne va pas comprendre en fait. On ne va pas comprendre comme Guts ne le comprend pas. Et du coup, on va réussir à le comprendre, ce mec, et à le blairer en même temps que Guts. Et ça aussi, c'est un truc de ouf. On vit tout comme Guts dans cette histoire. En plus de ça, avec l'amour, donc Casca par exemple, qui est aussi une fille au début qu'on trouve vraiment désagréable. Enfin, pour mon cas, je l'ai trouvé vraiment désagréable au début. Et finalement, plus on apprend à la connaître et plus on l'aime bien, et au final on commence vraiment à l'adorer parce que il s'avère qu'elle va devenir la copine de Guts. Tout ça fait que l'âge d'or, il nous met dans un bain de pissenlit où on se sent bien, on sent notre héros s'être fait violer, enfin s'être fait vendre par son autre père, voilà, donc après avoir fui sa troupe et tout, retrouver donc là l'amour, un rival, mais aussi une famille, parce que du coup autour de Casca, de Griffith, il va y avoir aussi toute la troupe qui vont admirer Guts, mais aussi qui vont être hyper amis avec lui, qui vont être fidèles, etc. Et ça fait plaisir. Peu à peu, on voit Guts trouver le sourire et se trouver lui-même. Là aussi, où Kentaro Miura est fort, c'est qu'il nous plonge réellement dans tous les retranchements de Guts. Quand je vous dis qu'on apprend vraiment à le connaître, c'est qu'on voit les moments les plus trash, genre s'il va se faire couper un bras, bon, on va le voir, mais on voit aussi le moment où il fait l'amour avec Casca, et tout ça. C'est pas que c'est intéressant, mais c'est que ça nous fait encore plus connaître le personnage, encore plus nous sentir lui et sentir le développement. On connaît Guts dans tous ses recoins, réellement. Et ça, c'est une excellente chose. C'est alors pendant l'âge d'or que, donc au sein de cette troupe, donc comme je l'ai dit, après avoir rencontré sa famille, son amour, tout ça, en même temps, il va alors peu à peu se plonger dans le monde de la Dark Fantasy. Tout d'abord en rencontrant Zod, donc un espèce d'énorme minotaure se transformant en humain, tout ça, qui est très 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 fort. Et ben après cette rencontre, voilà, on va voir peu à peu des apôtres, donc des espèces de grands monstres et tout. Ça j'ai bien aimé honnêtement. C'est pas d'un coup qu'on a plein de Dark Fantasy, plein de monstres et tout. C'est vraiment crescendo. Au début c'est des hommes, au début c'est juste des connards et en fait peu à peu ça devient vraiment des monstres. Jusqu'au tome 14. Jusqu'au tome 14, je voulais même dire le tome 13 finalement parce que jusqu'au tome 13, tout se passe relativement bien. Enfin, mis à part le fait qu'au tome 11 ou 12, je crois que Griffith se fait prendre. J'aime beaucoup la façon dont il se fait prendre. Ça montre aussi que personne n'est invaincu. C'est pas non plus un manga. C'est vraiment pas un shonen dans le sens où Griffith, qui est censé être l'homme le plus fort, etc., malgré le fait que le roi soit vraiment nul, bah, le pouvoir royal, il va toujours l'emporter sur un homme. Et du coup, voilà, Griffith se fait prendre. Il se fait torturer comme jamais. Et c'est alors qu'ils vont essayer de le secourir. Et c'est là que l'œuvre prend vraiment un autre tournant. Le 13, je pense qu'il a dû chambouler beaucoup d'entre nous. Moi, honnêtement, j'arriverai pas forcément à vous dire ce que j'ai réellement ressenti en lisant ce tome, parce que j'étais bouleversé.
Genre, j'avais la haine, j'avais envie de tuer Griffith, je comprenais pas, j'étais perdu. C'est bizarre, j'ai jamais ressenti autant d'émotions en lisant un tome. Ça peut paraître un peu con aussi quand je vous dis ça, mais pour moi, le tome 13 est un tome excellent. Et, euh, et c'est vrai que dans un manga, on n'est pas habitué à avoir autant de trash et voir le héros tout perdre. Réellement, là, il a tout perdu, c'est-à-dire il a perdu son rival, donc Griffith, qui lui est en plus le méchant. Ça, on en reparlera plus tard, mais le fait que Griffith soit le méchant, j'ai adoré cette idée-là. Le fait que Casca perde la mémoire, c'est pas mal aussi, ça donne... Enfin, il la perd au final, mais ça donne quand même un objectif à Guts. Je pense que si Casca était morte aussi, l'œuvre n'aurait pas du tout tourné comme ça. Enfin, Guts n'aurait pas du tout tourné comme ça. Il aurait vraiment vrillé, il serait devenu fou et ça aurait été réellement un monstre. Et à la fois, tous ses autres amis sont morts. Enfin, du coup, waouh, ça te met une grande gifle, quoi. Tu t'attends jamais dans un manga à ce que tout le monde meure. Bah là, oui, en plus dans un bain de chaos incroyablement dégueulasse. Voilà, donc ça aussi, ça va permettre à Guts aussi d'avoir connu l'amitié et la famille et de pouvoir essayer de reproduire la même dans le futur de l'œuvre. Mais, euh, mais c'est quand même pour le coup un, un tome qui est spécial et qui marquera les esprits de tout le monde, hein. Surtout la scène où Casca se fait violer par Griffith devant Guts, là où Guts va perdre son bras, etc. Donc voilà, c'est là aussi où l'âge d'or se termine. Après l'âge d'or, on arrive un peu aux nouveaux arcs. Tu sens que l'œuvre prend une autre tournure. Guts se retrouve encore tout seul à vagabonder et un peu des fois avec Casca. Malgré le fait que Casca ait perdu la mémoire, lui, il veut surtout un truc, c'est l'amener avec lui, pardon, pour qu'elle retrouve sa mémoire. Et ainsi, on va vivre réellement une aventure de Guts qui veut aller d'un point A à un point B, enfin qui va chercher encore le point B, il sait pas réellement où il est, et du coup il va cesser d'avancer sur sa quête, et va réellement être plongé dans un monde de dark fantasy à cause de sa marque qui a été causée par le tome 13. À partir de là, je vous cache pas que j'avais un peu peur parce que le tome 13 pour moi était tellement excellent, enfin même pas le tome 13, l'âge d'or était tellement excellent que quand j'ai vu la suite, j'étais un peu déçu, un peu en mode bon, ça se trouve Berserk c'est là où ça va devenir un peu redondant parce que il y a eu l'arc avec l'enfant elfe, enfin qui me s'avère ne pas être un elfe finalement, ou une enfant machin démoniaque et tout. Après il y a eu les arcs des ogres et tout. Tout ça, ça a été des mini-aventures un peu inutiles, je trouve. Enfin, c'était vraiment pour nous montrer l'horreur du monde et encore des méchants et des méchants. Guts, il se bat, il arrive à gagner, il s'en sort vraiment fragilisé. Puis finalement, ça va aller mieux dans une semaine. Dans une semaine, il va se rebattre contre un autre monstre et tout. Tout ça, c'était un peu gênant, les petits arcs. J'ai trouvé ça vraiment moins bon que le reste. Parce que après, il y a eu bien sûr l'arc avec Dame Farnèse, où on apprend à la connaître, mais aussi l'espèce de fou là, de la religion, et la grande tour. Donc ça, c'est bien, parce que là, on retrouve un peu le côté des God's End, tout ça. Là, vraiment, le rythme de l'histoire avance, mais il y a eu certains arcs où j'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas du tout. Et j'étais réellement dégoûté, en vrai, de voir ça. Je vous ai parlé du coup de la tour et cet arc là pour le coup a été assez cool, je l'ai assez bien pris, je l'ai assez bien... Ouais, c'était vraiment la suite, je trouve. Bonne de Berserk, c'était un peu trash aussi, donc on avait en plus le côté des prostituées et tout, donc l'auteur se gêne vraiment pas pour nous montrer certains trucs, mais aussi la religion, et ça c'était très intéressant, et découvrir le personnage de Dame Farnèse, et aussi des prostituées, je crois qu'il s'appelle Lucas ou un truc comme ça, ouais, je me rappelle vraiment plus trop. Dame Farnèse et son associé. Non, c'était pas mal en vrai de voir aussi que en fait Guts et Casca étaient maudits par la marque et que les gens avaient peur d'eux. On rentre là dans le début de Berserk où Guts va être vu comme le méchant et Griffith comme le gentil, alors que nous on sait l'inverse. Du coup, voilà, moi les arcs, entre guillemets, ça m'a... J'ai bien aimé à peu près tous les arcs. En fait, quand je dis que ça m'a... certains trucs qui m'ont déçu, c'est un peu exagéré. C'est par rapport à l'âge d'or, j'ai trouvé ça vraiment moins bon. Mais après, dès qu'on retrouvait Griffith, Zod, le chevalier squelettique et tout, pour moi, c'était que du plaisir parce que je voyais vraiment que l'œuvre avançait et tout. Quand on le voit, par exemple, dans le tome 18, on voit que Guts va retrouver Griffith. Et à chaque fois, c'est un truc de ouf parce qu'on voit Guts totalement perdu et en fait, à chaque fois, on a l'impression que Guts va mieux, et en fait, non, etc. Et ça, c'est assez une belle chose, au final, qu'il arrive à revoir son antagoniste, et Griffith qui est toujours inatteignable, hein, autant mentalement que physiquement, on n'arrive toujours pas à le cerner, alors que pourtant, il a fait des trucs de gros bâtards. Là, on a l'impression que c'est encore un ange, et ça, c'est hyper frustrant, vraiment hyper frustrant.
Dans la deuxième partie de l'œuvre aussi, ce qui m'a un peu moins plu, donc quand je parle de la deuxième partie, c'est toujours après l'âge d'or, c'est les personnages que j'ai trouvé vraiment un peu moins importants que dans l'âge d'or, c'est-à-dire par exemple Farnèse, Dame Farnèse, Zizi Trop, ou un truc comme ça, et la petite sorcière. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu amenés trop facilement. Genre par exemple, ils apparaissent, et ça y est, ça devient les amis de Guts. Euh, à part Dame Farnèse qui a eu un peu quand même un développement, le petit Zitrop, il a vraiment pas un développement de ouf. La petite sorcière, moi j'ai pas trop aimé le fait qu'elle amenait trop un côté shonen à l'œuvre. Peut-être vous allez me critiquer en disant ça, mais je vais vous expliquer. Pour moi, Berserk, c'était des difficultés pour combattre et à la fois ne pas forcément gagner tous ses combats. Guts, il pouvait pas gagner tous ses combats, il y a des fois où il pourrait ne pas s'en sortir. Bah, avec cette sorcière, j'ai eu l'impression que tout ça, ça n'existait plus. Qu'elle pouvait tout invoquer finalement. À chaque fois, elle pouvait invoquer l'esprit du vent, l'esprit du feu. Elle pouvait soigner Guts, elle pouvait aller dans sa conscience et tout. Et j'ai trouvé ça un peu facile à certains moments. Alors, c'est sûr hein, que si elle n'avait pas été là, l'histoire serait chiante. Guts, il serait mort au bout de quoi, 20 tomes. Alors que grâce à elle, non. Mais c'est vrai que j'ai trouvé moins intéressant. Elle était là que pour ses pouvoirs. Elle n'a pas eu réellement de développement de personnage, à part le fait que peut-être qu'elle est amoureuse de Guts, etc. On sait pas trop. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport au personnage. Après, en vrai, c'est pareil, c'est toujours pareil. Moi, je les ai quand même bien aimés. Hein. J'ai bien aimé, par contre, la relation Farnèse et Casca, par exemple. D'ailleurs, on pourrait reparler de Casca, hein, qui est aussi très frustrante, mais elle n'y peut rien. Elle est juste devenue totalement folle. Mais c'est horrible de voir que Guts veut à tout prix la récupérer, mais qu'elle elle le déteste parce que des fois, Guts, il pète un plomb. Voilà, Guts reste quand même très humain, hein. C'est pas un héros de shonen, il est pas parfait, il nous fait pas rêver, on n'a pas vraiment envie d'avoir sa vie, de lui ressembler, hein. À part peut-être si vous voulez être hyper fort et tout, mais en soi on veut pas avoir sa vie, et du coup il reste très humain, il ferait les mêmes erreurs que beaucoup d'entre nous, et ça aussi ça nous rapproche de lui malheureusement. Après avoir battu maintes et maintes apôtres, Guts va un peu rejoindre l'histoire principale. Enfin, l'histoire principale va encore un peu évoluer avec l'arrivée des Ashkan ou un truc comme ça, je sais plus. Les espèces de. Les métis qui sont des assassins et tout. Eux, ils vont ramener quelque chose dans l'œuvre avec d'un côté une alliance avec Griffiths, mais aussi une haine contre Gus, tout ça. Le roi de ces derniers qui s'avère être le roi des démons, tout ça. Ça, et là, on rentre dans quelque chose où Guts va se battre avec lui, il va lui proposer une alliance, le mec. Et ça aussi, c'est très bon, c'est que Guts va dire non et il s'en bat les couilles. En fait, Guts reste quand même haineux pardon, contre les monstres. Les monstres sont quand même la haine de Guts. Et après tout ça, Guts va alors enfin réussir à remonter la pente et arriver jusqu'à l'île des fées où il va pouvoir faire revenir la mémoire à Casca. Ça, honnêtement, c'est cool. Heureusement qu'on est arrivé au moins à ce point-là. On en avait vraiment besoin. Ça aussi, c'était une bonne chose de voir que Guts, finalement, on arrive à comprendre pourquoi finalement au tome 1, 2, 3 c'est un bâtard, parce qu'en fait on voit son passé jusqu'au tome 14 et direct après on reprend au tome 1, 2, 3, donc on voit vraiment que c'est un gros bâtard. Et à la fois, peu à peu, avec Farnèse, avec Casca, avec le petit, avec la fée, avec la magicienne, il va retrouver un cœur, retrouver un bon être et tout, et plus on avance dans l'œuvre, plus il va sourire, plus il va être reconnaissant envers ses amis, plus il va être fort d'un côté avec son armure démoniaque. Ça, j'ai vraiment aimé le fait que ce soit pas hyper rapide, le fait que vraiment il apprenne à se connaître et à être gentil au fil des tomes jusqu'au tome 40 où là, ça y est, il est vraiment gentil. A l'inverse, en parallèle, on a Griffiths qui lui paraît être le dieu. Donc nous on a une image de Griffiths comme le gros démon qui a violé la femme du héros et qui lui a fait oublier sa mémoire, qui a tué tous ses camarades et qui a failli tuer Guts. Et en fait, tout le monde le voit comme un dieu, parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, parce qu'il est blanc, et il est tout blanc, hein, à côté de Guts, qui lui est le guerrier noir, le guerrier sombre, machin, que personne ne veut approcher. Dans Griffiths, tout le monde veut approcher de lui, tout le monde veut être proche de lui, tout le monde veut que Griffiths le connaisse. Et c'est alors que Griffiths va pouvoir créer son empire énorme. Donc au tome 40, même au tome 39, on va voir la forteresse de Griffiths qui est une mastodonte, on se demande vraiment comment Guts aurait pu le battre, aurait pu en arriver là, mais sans doute qu'on le saura jamais malheureusement. Mais c'est vrai que le tome 40 nous laisse sur quelque chose d'assez frustrant, quoi, hein, parce qu'au tome 40, comme je l'ai dit précédemment, Casca va retrouver la mémoire, mais comme on est dans Berserk, évidemment elle va pas sauter dans les bras de Guts et le remercier en lui faisant des bisous. Non, non, elle va s'effondrer en pensant à Griffiths, on ne sait pas pourquoi,
c'est horrible. Donc j'ai pas lu les scans pour le coup, donc je sais pas. Peut-être que j'aurai la réponse dedans, mais c'est vrai qu'on arrive dans le coin où Guts a enfin réussi son premier objectif. Griffiths aussi. Les deux ont réussi leur objectif. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se revoir. On ne sait pas comment ça aurait pu finir. Aucune idée. Il manque au moins 10 ou 20 tomes pour finir les licences, même plus. Et voilà, bon bah voilà, on est laissé là-dessus. Donc gros sum. Moi je suis arrivé au bout de 40 tomes, j'étais trop content. Je pensais réellement qu'on allait à la limite finir sur un combat Griffiths-Guts. On n'en aurait jamais eu la fin. Bah ok. Mais non, en fait, non, parce qu'on arrive au tome 40 et on va pas. Impossible à prévoir ce qui va se passer. En gros, je vous ai parlé à peu près de tout ce qui m'avait dérangé, de tout ce que j'ai bien aimé et tout. Je suis un peu fouillé aussi la vidéo parce que 40 tomes à résumer en 25 minutes, c'est compliqué. Voilà, donc globalement, tout ce que j'ai bien aimé, c'est bah, le développement des personnages, les dessins qui sont incroyables vraiment, l'âge d'or qui est incroyable aussi, mais même tous les combats, hein, globalement, le fait que Guts soit vraiment un homme très 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 mal alpha. Mais voilà, ce qui m'avait un peu dérangé, c'est vraiment qu'après l'éclipse, j'ai l'impression d'être rentré un peu plus dans un shonen, où j'avais l'impression que bah, en fait Guts s'en sortirait toujours. J'étais plus outré de le voir bah, tout saignant de partout et tout, en train de, avec des codes cassés et tout, bah ça me faisait plus rien parce que chaque combat c'était un peu la même chose. Du coup bah j'étais un peu dégoûté au bout d'un moment de voir que Guts allait toujours s'en sortir indemne. Enfin pas indemne justement, mais il allait pouvoir reprendre un combat plus tard. Voilà, globalement c'est tout ce qui m'avait un peu déçu dans l'œuvre, donc les apôtres et cet aspect-là des combats de Guts. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu galère pour moi en ce moment. Je suis désolé, hein, les vidéos, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. J'essaye de vous faire des trucs et tout, mais là, le logiciel montage ne veut vraiment pas marcher. Mon téléphone aussi, c'est trop chiant. Et en plus de ça, du coup, je peux pas me permettre de faire des énormes montages et tout, sinon ce sera encore plus compliqué. Sinon, j'aimerais bien vous mettre des images partout, des petits extraits, tout ça. Bon, je vais essayer, mais en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de Berserk, ou alors si vous aimeriez le lire. Je peux essayer de vous donner envie aussi de le lire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Passez une très bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao.